nationale de soutien au Mali. Elle est déployée à Markala où elle sécurise le pont de la dite localité et toute la zone allant jusqu'à Diaboli. Le bataillon a reçu la visite du chef d'état-major général des armées, porteur des messages du chef de l'État, chef suprême des armées. Des présidents des parlements de pays voisins et de pays amis sont à Ouagadougou. Ils rehausseront demain de leur présence l'ouverture solennelle de la première session ordinaire qui est la toute première des députés de la 5e législature. De l'eau potable en quantité suffisante pour les populations de Gawa, la coopération allemande débourse 1 milliard de francs CFA pour renforcer les capacités de production de l'Office national de l'eau et de l'assainissement dans la cité des Bafouguis. Au Sénégal, un incendie fait 9 morts dans une école coranique. À la suite de ce drame, le président Macky Sall prend des mesures vigoureuses. Les écoles anarchiques seront fermées. Existe désormais également la mendicité des pensionnaires d'écoles coraniques. Voici les titres de votre 20h de ce mardi 5 mars. Bonsoir à tous et à toutes. Demain donc, premier mercredi du mois de mars, comme le prévoit la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre sa première session ordinaire de l'année 2013 à partir de 16h. C'est la toute première des députés de la 5e législature et elle sera rehaussée par la présence de présidents de parlement et de délégations parlementaires de pays voisins et amis. Anatole Nakoulma et Sylvain Vivamba. Au cours de cette session ordinaire, des projets de loi d'importance majeure pour notre pays seront examinés. Il s'agit entre autres des projets de loi portant code de l'environnement au Burkina, la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation et le projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Sera également au menu de cette session le discours du Premier ministre sur la situation de la nation ainsi que la désignation des députés membres de la Haute Cour de justice. Pour l'ouverture solennelle de cette première session ordinaire de l'année 2013, 6 délégations de pays voisins et amis vont rehausser de leur présence cette cérémonie. Au nom de ces invités, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dont la présence à Ouagadougou traduit l'excellence des relations entre les parlements ivoiriens et burkinabés. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont 2 pays frères et quand il y a une circonstance comme celle-là, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se doit, agréablement bien sûr, de répondre présent. Honoré de sa présence, une telle cérémonie est une tradition qui consolide la diplomatie parlementaire et le Gabon entend sacrifier à cette tradition. C'est un plaisir et un honneur que le Parlement burkinabé fait au Parlement gabonais de nous inviter à prendre part à cette cérémonie de rentrée solennelle. Cela témoigne de l'excellence des jalons de la diplomatie parlementaire que nous avons posée depuis plusieurs années. En plus du chef du Parlement béninois, également attendu pour cette rentrée solennelle, 3 pays que sont le Niger, le Sénégal et le Togo sont représentés par leur vice-président. Avant l'ouverture de la session dite des lois, les députés étaient réunis pour un séminaire d'information sur le travail parlementaire. Cette session a permis aux élus de la nation d'échanger sur le rôle, le fonctionnement, l'organisation du Parlement et la lourde mission qui attend chaque député. Kwame Bama et Anna Lusikere. Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et les différents responsables du Parlement se sont succédés pour présenter aux anciens et aux nouveaux députés de la 5e législature des sous-modules. Ces sous-modules portaient essentiellement sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement, l'institution parlementaire au sein de l'État, la diplomatie parlementaire et les autres activités du député. Je ne connaissais même pas la différence entre le macaron et l'écharpe qu'on porte. Hein, ça paraît banal, mais aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est très important. Et également les parlementaires communautaires, ça veut dire les amitiés que nous avons à travers l'Assemblée nationale. Il y a tellement de choses que nous avons appris en 48 heures. Et à entendre les autres, il y a le souci qu'on a perçu par les interventions, que chacun, même s'il vient d'un parti, a quand même le souci que l'équipe
des députés forment un ensemble cohérent, que les susceptibilités, j'allais dire les particularités ou les particularismes, s'estompent à la porte de l'hémicycle. Bien sûr, chacun a une ligne à défendre. Qu'il soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, tous reconnaissent que les 2 jours d'échange leur ont été bénéfiques. Ces 2 jours-là sont utiles et certainement contribueront à améliorer l'efficacité du député de la 5e législature dans l'accomplissement du mandat que les populations burkinabées lui ont confié. Les participants ont émis le vœu que l'Assemblée nationale organise d'autres sessions d'information ou de formation qui renforceront davantage leurs compétences afin qu'ils soient aptes à voter des lois qui vont améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Le bataillon Badenia déployé à Markala au nord Mali a reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Le général Honoré Nabéré Traoré était porteur des messages du chef suprême des armées, le président du Faso, à ses frères d'armes. Il a profité de cette opportunité pour encourager et donner des conseils aux soldats burkinabés qui sécurisent le pont Markala et toute la zone allant jusqu'à Diaboli. Le commentaire de Nyakiteda. Le chef d'état-major général des armées du Burkina à Markala, c'est un territoire malien. C'est là où le Burkina a déployé 500 militaires dénommés Bataillon Badenia dans le cadre de la MISMA. Le général Honoré Traoré est allé justement s'enquérir de l'état d'esprit de ces éléments et de leurs conditions de travail. Il est aussi porteur du message du chef suprême des armées, le président du Faso. Et le message s'articule autour de la bonne entente avec l'armée malienne et les autres forces, le respect de la population, la sérénité dans les faits et gestes pour réussir la guerre à laquelle ils participent. Nous leur avons dit aussi qu'ils allaient pour une guerre juste et une guerre légitime. C'est une guerre juste parce que la cause pour laquelle ils se battent, c'est la lutte contre les djihadistes, c'est la lutte contre les terroristes. C'est une guerre légitime aussi parce que d'abord ils vont soutenir un pays qui est en position de légitime défense, puisque c'est un pays qui a été agressé. Et c'est un cadre qui se déroule aussi dans le cadre des résolutions onusiennes, la résolution 2085 adoptée le 20 décembre 2012. Donc le cadre juridique aussi est là. Basé à Markala, le bataillon Badenia sécurise le pont de la localité et a dépêché une compagnie renforcée en position avancée à Diabali. Pour l'instant, la mission du bataillon se déroule sans incident, mais la vigilance maximale devrait être de mise, selon le colonel J. Bationo, commandant du bataillon Badenia, qui a fait le point au chef d'état-major général des armées. Le général Honoré Nabéré Traoré a salué le courage de ses hommes et les rassuré des dispositions envisagées pour renforcer les capacités opérationnelles du bataillon. Il a en outre remercié les autorités administratives et militaires maliennes pour avoir facilité l'installation du bataillon Badenia. Le chef d'état-major général des armées du Burkina a également participé au Mali à la réunion extraordinaire du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO. À Ouagadougou, la lumière est de retour après de longues heures de délestage imposées par une panne survenue sur le réseau d'interconnexion Abidjan-Ouagadougou. Plus précisément, au niveau de la localité de Sourkoulaye, les équipes de la Sonabel se sont déployées sur les lieux. Donc, elles ont travaillé toute la nuit, du lundi à mardi. C'est finalement ce matin à 11 h que le câble sectionné a été réparé, témoin de la diligence des électriciens à Boubacar Sagnon. Nous sommes ici dans le village de Soukroulaye, sous les pylônes de la ligne d'interconnexion Abidjan-Ouagadougou. Il est 22 h 30 ce lundi 4 mars. 3 équipes de la Sonabel venues de Banfora, Ouagadougou et Tenkodogo déploient leur matériel de travail. C'est la course contre la montre. La panne qui occasionne le délestage dans la ville de Ouagadougou a été détectée ici. La panne qui est survenue au niveau de la haute tension, là, il y a eu rupture d'un manchon. Bon, le manchon, c'est un organe qui permet de joindre le conducteur bout à bout. Donc ça s'est rompu et ça a entraîné, comment dirais-je, l'endommagement des consoles. En fait, les consoles sont les bras qui supportent les conducteurs là, qui servent à évacuer l'énergie là. Donc ça a endommagé 3 consoles sur le pylône 190
191 et 192. Nous sommes en train de répartir le matériel par poste de travail, puisque au niveau des 3 pylônes où j'ai cité là, où il y a eu des bras endommagés, donc le matériel sera réparti au niveau de ces postes de travail. Et on va déposer le matériel qui est endommagé. Voilà, vous voyez cette console là. Donc ça c'est la nouvelle console qu'on va monter à la place de celle qui est endommagée. Dès qu'on va déposer, on fait remonter la nouvelle console et on va jonctionner le câble et puis faire remonter le conducteur. Une tâche qui a mobilisé la trentaine d'agents toute la nuit. Pendant que certains sont sur les pylônes à plus de 40 mètres pour remplacer le matériel détérioré, d'autres en bas leur envoient les pièces de rechange et les équipements techniques. C'est finalement ce matin aux environs de 11 h que les techniciens de la Sonabel sont venus à bout de la panne. Les consonnes et les manchons des 3 pylônes sont réparés, le câble sectionné est remplacé, le courant circule à nouveau sur la ligne. Les travaux sont terminés, la ligne est disponible, tout ce qui a été endommagé a été réparé et la ligne est prête pour entrer en exploitation. Bon, en tout cas, à Ouaga, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Selon le responsable des équipes techniques de la Sonabel, la panne serait due à une malfaçon des pylônes 190 et 191 ou à des phénomènes naturels comme le vent ou les hausses de température. En attendant des enquêtes approfondies, les 60 à 80 MW fournis par la Côte d'Ivoire sont disponibles depuis 13 h, d'où la fin des délestages selon la Sonabel. Les délestages, les avaries du réseau électrique font partie des facteurs de risque qu'il faut prendre en compte dans la planification du développement économique pour s'assurer l'atteinte des objectifs. En la matière, la CEDEAO finalise son document sur la gestion des risques. Les membres du comité de coordination et de planification stratégique étaient réunis à Ouagadougou. Cette 6e rencontre du comité devrait également examiner la proposition d'une nouvelle architecture institutionnelle de la communauté. Tout cela s'inscrit dans la vision 2020 de la CEDEAO. Jacques Lamissat Papara. La CEDEAO est avant tout un espace économique, mais les nombreux conflits dans les pays membres font souvent oublier l'objet premier de la communauté. Pour véritablement s'attaquer au développement économique des 15 États membres de la CEDEAO, ce comité qui se réunit à Ouagadougou entend proposer une politique de gestion des risques. Les risques, en fait, ce ne sont pas les risques auxquels la CEDEAO fait face, c'est les risques auxquels chaque État membre de la CEDEAO fait face. Toutes les populations des 15 États de la CEDEAO font face à ces risques. Nous représentons le secrétariat, nous représentons la commission de la CEDEAO. Donc si vous parlez de développement économique, c'est notre mandat. Mais chaque citoyen, chaque État fait face à ces risques que nous devons résoudre. Ce comité de coordination et de planification stratégique de la CEDEAO devra définir un cadre en 3 jours de travail pour assurer la mise en œuvre effective de la vision 2020 de la communauté. La vision 2020, en fait, c'est la vision des chefs d'État. C'est les chefs d'État qui ont décidé que d'ici l'année 2020, certaines conditions doivent être remplies en Afrique de l'Ouest. Par exemple, les citoyens de l'Afrique de l'Ouest doivent être en mesure de circuler librement. Les barrières doivent être totalement franchissables avec simplement une pièce d'identité. Je devrais être en mesure d'aller du Niger au Burkina Faso jusqu'au Ghana avec simplement ma pièce d'identité. La vision 2020 également, c'est un meilleur contrôle, une meilleure utilisation, une meilleure exploitation de nos ressources. Nos ressources sont très précieuses et nous devons les exploiter de manière judicieuse pour réduire la pauvreté. Cela va en droite ligne avec la vision 2015, c'est-à-dire 2015 des Nations Unies, qui est la vision à laquelle les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement doivent être atteints. Mais nous avons défini notre propre vision qui va à l'année 2020. Ces cadres de la CEDEAO ont également la charge de proposer au cours de cette 6e rencontre une nouvelle architecture institutionnelle pour dynamiser davantage cet instrument économique qu'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment faire en sorte que le secteur privé profite des résultats de la recherche pour améliorer la compétitivité des entreprises? Le Fonds RID fait le lien entre chercheurs et opérateurs privés. C'est le Fonds national de la recherche et de l'innovation, un mécanisme créé en 2011 pour accompagner les chercheurs dans le développement de projets de recherche. Une session d'information sur les opportunités de ce fonds s'est tenue au profit des acteurs du secteur privé. Reportage Driss Asseri.
Face au problème de mobilisation des ressources pour financer la recherche, l'État a créé en octobre 2011 le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID. Objectif, offrir un cadre sécurisé de financement des activités de recherche et d'innovation et permettre à la recherche scientifique et technologique de jouer son rôle de levier du développement. À travers ces échanges, les opérateurs économiques sont appelés à faire connaissance avec le FONRID. On pensait que ce fonds était important pour ce monde-là parce que c'est ce monde qui va transformer les résultats et les innovations, si je veux dire, c'est en argent, n'est-ce pas? Et leur expliquer quels sont les objectifs de ce fonds, mais aussi leur dire que ce fonds est ouvert à tous les acteurs de la recherche et de l'innovation, ceux qui mènent les activités de recherche et d'innovation, mais aussi ceux qui utilisent les résultats de la recherche et de l'innovation. Et leur dire surtout que ce fonds est vraiment orienté vers la recherche pour le développement. Et de ce point de vue, eux peuvent orienter nos thèmes de recherche, mais aussi les innovations en fonction de leurs besoins. C'était l'une des recommandations de la rencontre gouvernement-secteur privé, la création d'un fonds d'appui à la recherche dont les résultats pourraient servir à améliorer la compétitivité des entreprises. La compétitivité pour une entreprise, c'est la clé du succès. Et pour être compétitif, il faut être en mesure de mettre sur le marché des produits nouveaux, il faut également être en mesure de produire à des coûts qui soient acceptables, d'où la volonté de chaque fois se remettre en cause, d'innover et de faire des recherches. Cela ne peut se faire qu'avec un bon partenariat avec la communauté scientifique. Et c'est en cela que nous louons cette initiative qui a permis de mettre en place ce fonds RID qui permettra donc de favoriser la vulgarisation des résultats de la recherche. Les opérateurs économiques veulent être partie prenante de la dynamique de valorisation des recherches et de l'innovation. En cela, ils espèrent tirer le meilleur profit du fonds RID. Voici un fonds qui pourrait profiter aux femmes entrepreneurs et entreprenantes, surtout en cette semaine nationale de la femme qui planche la réflexion sur l'entrepreneuriat féminin et autonomisation économique de la femme. Ce thème fait suite aux réflexions menées en septembre 2012 au cours du Forum national des femmes qui a mis en exergue la problématique de la participation de la femme au pôle de croissance. Reportage Yolande Lompo. Faire le diagnostic de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso en vue de proposer des stratégies pouvant permettre de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, c'est le but recherché à travers l'organisation de ce panel. Nous allons avoir 4 thèmes au cours de la journée. Un premier thème sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. Un deuxième thème sur comment devenir une femme entrepreneur qui réussit. Un troisième thème sur le commerce transfrontalier et la participation des femmes. Et le quatrième thème, c'est autonomisation économique des femmes et croissance économique, puisque nous nous inscrivons dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAD. Nous voulons voir comment le développement de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays peut contribuer à la croissance accélérée qui est recherchée au niveau donc de notre pays. Comment développer leurs activités? Quelles sont les opportunités que l'État met en place pour pouvoir accompagner celles qui décident de passer du secteur informel au secteur formel? Comment bâtir des entreprises qui répondent à la législation nationale en la matière? Et quelles sont les contraintes d'ordre social, culturel et financier qu'elles rencontrent? Ce sont là autant de questions qui trouveront réponse au cours de ces séries de panels qui seront organisés dans les 13 régions. Le ministre en charge de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a visité le barrage de Ziga. Madame Mamounata Belem Ouedraougou a échangé avec les producteurs maraîchers installés anarchiquement sur les berges du barrage. Elle s'est mise également à l'écoute de la direction de l'agence de l'eau du Nakambé, notamment sur la problématique liée à la gestion durable de la ressource en eau. Reportage Adama Koulibaly. Au Burkina Faso, il existe plusieurs types de barrages à vocation agricole, électrique ou encore d'approvisionnement en eau potable. Mais souvent, ces ouvrages hydrauliques connaissent des utilisations qui vont à l'encontre de la réglementation en vigueur, d'où cette rencontre entre le ministre en charge de l'eau avec les maraîchers installés autour du barrage Ziga.
Cette question était également au centre des échanges avec l'agence de l'eau du Nakambe. Le pays a réalisé des barrages et on se situerait aujourd'hui à plus de 1012 barrages au plan national et à près de 500 barrages dans le bassin du Nakambe. Malheureusement, la construction des barrages n'a pas été suivie de meilleure gestion de l'eau et de l'ouvrage. Si bien qu'aujourd'hui le constat est amer. Il y a une exploitation anarchique des barrages caractérisée par la pratique du maraîchage jusque dans les lits du barrage avec une utilisation abusive des produits chimiques. Ces rencontres ont été précédées d'une visite du site de l'ONEA sur le barrage Ziga destiné à l'approvisionnement de la ville de Ouagadougou en eau potable. L'occupation anarchique du lit de ce barrage pour la culture maraîchère avec l'utilisation des pesticides, les déjections d'animaux suite au pâturage sont des sources potentielles de maladies pour les populations. Nous venons tout à l'heure de visiter la station de pompage de traitement de l'ONEA et ça nous rassure. Ça nous rassure, en tout cas jusque-là, ça nous rassure que jusque-là, nous avons de l'eau potable. Mais il faut que les populations comprennent que les efforts sont faits, mais si elles ne comprennent pas dès maintenant le mot d'ordre qui les demande de déguerpir, de ne pas occuper le lit du barrage afin de ne pas le polluer, si à la longue il continue ses activités, l'ONEA ne sera plus à mesure de pouvoir traiter. Avec les dispositifs qu'il y a, l'ONEA ne sera plus à mesure de traiter cette eau-là afin que nous ayons de l'eau potable. Le ministre en charge de l'eau a ainsi invité les populations à respecter les textes en vigueur pour que l'eau, source de vie, ne soit pas source de maladie. L'ONEA reçoit 1 milliard de francs CFA de la coopération allemande pour renforcer ses capacités de production et de distribution dans la ville de Gawa. 12 mois de travaux devront permettre de construire les ouvrages d'eau et d'assainissement nécessaires pour disponibiliser l'eau en quantité suffisante. Le 1er mars, les responsables de la commune et l'entreprise en charge des travaux ont visité les sites devant abriter les ouvrages en construction. Le reportage de Sébastien Zongo. Se procurer de l'eau pour les besoins de la famille est l'une des premières activités des femmes dans nombre de contrées en Afrique et au Burkina. À Gawa, du fait des coupures intempestives, l'or bleu n'est pas toujours facile à avoir, aussi bien à domicile qu'aux bornes fontaines. 5 heures du matin. Tu peux venir à 5 heures ou à 0 heure à la fontaine sans avoir de l'eau par manque de chance. Il arrive même qu'on se bagarre entre femmes à cause de l'eau, car sans eau, on ne peut rien faire. Le projet de renforcement de la capacité d'approvisionnement en eau de la ville de Gawa se présente en solution. Il prévoit la construction d'ouvrages pour renforcer l'existant. Il y a 3 nouveaux forages qui doivent être accordés au réseau. Il y a une bâche qui doit être réalisée et un château d'eau qui doit être construit. Un château d'eau de 300 mètres cubes. Financé à hauteur de plus de 1,2 milliard de francs CFA par la coopération allemande KfW, le projet vise à doubler l'offre de l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour atteindre environ 1200 mètres cubes d'eau par jour. En termes de production, nous doublons la capacité actuelle. Et jusqu'à l'horizon retenu du projet qui est 2020, le besoin en eau de la population en termes de production est assuré jusqu'à cet horizon-là. Les sites devant accueillir les ouvrages ont été choisis en tenant compte du relief non homogène de la cité des collines. Beaucoup de secteurs et beaucoup d'élévations dans ceux qui habitent les élévations souffrent en approvisionnement d'eau. Et comme ils sont arrivés avec ce projet qui doit nous densifier le réseau, nous disons qu'il n'y a rien à faire. Nos populations trouveront leur solution. Cette visite des sites et des ouvrages marque le début d'exécution de ce projet dont les résultats sont attendus pour février 2014 si tout va bien. Dans le Nord, on assiste à une offensive contre la désertification. L'association Formation Développement Ruralité ambitionne de récupérer 300 hectares de terre. Ce combat se mène à Sabouna, dans la commune rurale de Barga, bien sûr, une localité située à une trentaine de kilomètres de Waiguya, avec l'érection de sites anti-érosifs, le reboisement et la formation des producteurs. Kadi Ouattara et Claudine Bikaba. Le lancement du projet de récupération de 300 hectares de terres dégradées a eu lieu à Sabouna, dans la commune rurale de Barga, localité située à une trentaine de kilomètres de Waiguya.
Prévu pour durer 3 ans, ce projet couvre les localités de Dingiri, Derego et Sabouna. Les objectifs du projet sont entre autres la construction de cordons pierreux et la végétation, mais aussi et surtout le renforcement des capacités des groupements de ces localités à travers la formation en gestion des ressources naturelles. Je pense que le matériel que vous voyez aujourd'hui, qui est mis à la disposition des femmes, permettra, j'en suis sûr, de mener des travaux dans le cadre de la mise en place des cordons pierreux. D'un coût global de plus de 33 millions de francs CFA, ce projet est piloté par l'association Formation Développement Ruralité AFDR avec l'appui de partenaires tels que le FEM et le PNUD. Le lancement des activités de ce programme qui va courir pendant 3 ans. Donc il va permettre, comme le nom l'indique, de récupérer en 3 ans 300 hectares de terres dégradées et 300 hectares de champs végétalisés. Cette association, à travers ce projet, veut résorber le problème de la dégradation vertigineuse des terres, l'infertilité des sols et l'improductivité agricole. Et pour une meilleure exécution du projet, l'AFD a fait don de matériel de travail au groupement pré-coopératif Vénégré. Le Burkina a pris l'engagement de concilier les enjeux économiques et les préoccupations de protection de la santé et de l'environnement. Plusieurs conventions ont été ratifiées, dont celle portant sur la sécurité chimique. Le Burkina promet d'assurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques. Les différents accords multilatéraux sur l'environnement sont expliqués aux acteurs intéressés par la question pour assurer un meilleur suivi des engagements pris. Yolande Lompo. Les produits chimiques sont devenus un mal nécessaire dans le développement de nombreuses activités socio-économiques. Cependant, lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine et animale. Produits chimiques dangereux qui sont concernés donc par les accords multilatéraux sont déjà bien désignés. Il y a des listes de ces produits chimiques qui sont publiées. Ce sont les pesticides qui viennent par la fraude et qui sont susceptibles de commettre des dangers. Il y a le cyanure, il y a le mercure qui sont utilisés au niveau des orpailleurs, ce qui signifie qu'il y a des circuits d'approvisionnement qui échappent au contrôle. Et donc nous allons essayer d'identifier ces types de circuits-là pour y mettre fin. Le présent atelier sur les accords multilatéraux sur l'environnement et le trafic illicite des produits chimiques dangereux vise donc à mettre en place un cadre pour promouvoir une meilleure coordination dans la gestion de ces produits et lutter contre leur commerce illicite. Et selon les statistiques du Programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 110 000 produits chimiques sont vendus de par le monde. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'organiser cet atelier pour rassembler l'ensemble des partenaires, des parties prenantes, pour d'abord une appropriation de ces accords multilatéraux. Parce qu'une chose est de signer des accords multilatéraux, une chose aussi est de s'assurer que l'ensemble des acteurs nationaux ont pris conscience de l'existence de ces textes multilatéraux et sont disposés à l'appliquer. Et durant 112 heures, douaniers, policiers, gendarmes et agents forestiers vont revisiter ces accords multilatéraux, échanger sur l'initiative Douane Verte et la criminalité environnementale afin de contribuer à l'éveil des consciences pour minimiser l'impact négatif de ces produits chimiques dangereux. Alain-Edouard Traoré dans les rédactions du journal Le Quotidien, la télévision SMTV et la radio Salankoloto. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est allé encourager ces entreprises de presse et prendre connaissance des difficultés qu'elles doivent affronter au quotidien pour servir le droit à l'information des citoyens burkinabés. Le reportage de Frédéric Etienne Bassenga. Alain-Edouard Traoré, encore plus proche des médias privés. Au journal Le Quotidien, première étape de cette tournée du ministre de la Communication, les journalistes de ce média se sont mobilisés pour recevoir les ministres de tutelle. Alain-Edouard Traoré est allé féliciter et encourager ce quotidien créé en février 2008 et qui a encore beaucoup de chemin à faire. Le ministre de la Communication appuie aussi par cette visite et ce après près de 1 heure d'échange s'enquérir des difficultés rencontrées par ce journal.
Après le quotidien, c'est la télévision SMTV qui a reçu le porte-parole du gouvernement. Là aussi, Alain-Edouard Traoré est allé encourager cette télévision qui s'est donnée pour objectif de promouvoir le sport et la culture burkinabé. Dans ce média en direct, le ministre de la Communication a répondu aux préoccupations des uns et des autres tout en donnant des conseils par moment. C'est la radio Sanan Koloto qui a constitué l'épilogue de cette tournée de Alain-Edouard Traoré. Dans ce média, c'est à l'aide d'une torche qu'il a visité les installations. Délestage oblige. Une dure réalité à laquelle est confronté d'ailleurs ces 3 médias visités. Depuis 1 heure de temps que nous sommes à Sanan Kolonto et il n'y a pas d'électricité. Par exemple, c'est une contrainte qui a été posée par la radio. Et nous étions à SMTV et au niveau de SMTV, nous sommes posé un problème d'énergie, d'électricité. Et ils nous ont posé les mêmes problèmes de fisc et de fiscalité, mais aussi de vétusté des moyens de travail et autres. Et je suis satisfait de la sortie parce que ça m'a vraiment permis de prendre en compte les réalités et de bien noter ces réalités et de pouvoir les prendre en compte dans les documents de programme et de politique publique au niveau du département de la communication. À l'instar de tous les responsables des médias visités par le ministre de la Communication, Parfait Ido, rédacteur en chef de Sanan Koloto, est très satisfait de cette visite. Pour lui, c'est une marque de considération à leur endroit. Très heureux d'accueillir le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement chez nous. Ce n'est pas ce ministre qui est là essentiellement pour les médias d'État, mais aussi pour les médias privés. Le ministère de la Communication compte organiser très prochainement une rencontre qui regroupera tous les médias privés. Et cette rencontre aura pour but d'accorder tous les points de vue qui seront exposés au chef du gouvernement. Cap à présent sur Koutougou, c'est dans le Soum, dans la région du Sahel. Koundougou a installé ce week-end son maire pour une nouvelle mandature de 5 ans avec Amidougou Koundaba qui a été reconduit à la tête de la municipalité. Le reportage de Tanga Kafando. Amidougou Koundaba est officiellement installé dans ses fonctions de maire de la commune rurale de Koutougou. C'est dans la province du Soum. Un second mandat de 5 ans sous les couleurs du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est l'expression d'une confiance renouvelée et les défis à relever sont entre autres la problématique de l'eau potable, le désenclavement et la création des activités génératrices de revenus pour les femmes. Nous avons des projets de réalisation des routes, des infrastructures éducatives et sanitaires. Les femmes bénéficieront d'un projet qui va leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Toute chose qui leur permettra de s'épanouir et de contribuer au développement de la commune. Comme le vrai maçon, le maire est au pied du mur pour entamer le décollage véritable du développement. Il appelle sa population à l'accompagner dans ce vaste chantier. L'ambition est de faire de Koutougou une commune paisible où la population parle le même langage pour le bien de la communauté. Tougou est une commune frontalière. Elle a des potentialités. C'est pourquoi nous demandons aux populations de s'unir autour du maire afin de ficeler des projets porteurs de développement. Le maire a réussi un premier mandat sans divergence. Nous lui demandons de poursuivre ses actions dans ce sens pour l'épanouissement de tous. Quand on entend le nom Koutougou, on ne pense pas que effectivement c'est une commune qui a beaucoup de potentialités. Quand on y arrive, on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentialités. Il y a la culture, il y a l'élevage bien sûr, et il y a même des sites miniers. C'est pour dire que si les gens font bloc, s'ils parlent le même langage, c'est sûr que beaucoup de 5 ans à venir, ils vont comprendre que personne d'autre ne peut venir développer leur localité. Chaque commune a d'énormes potentialités. Les exploiter et les valoriser pour un changement positif en matière de développement local, c'est tout le sens de la communalisation intégrale en marche au Burkina Faso. Un défi que le Sahel burkinabé veut relever avec ses moyens de bord pour l'épanouissement de sa population. Le maire devrait à nouveau relever le défi de la mobilisation des financements pour réaliser son plan de développement communal. Un exemple de partenariat fructueux pour les communes rurales, celle de la coopération décentralisée. À Komsilga, dans la région du centre, la fondation espagnole Catiu offre une école primaire de 3 classes au village, au grand bonheur des populations du village. Le reportage de Kadi Ouattara et de Nyarkitida.
Plus de soucis d'école pour les populations du village de Dawanem Gomde dans la commune de Komsilga. Les enfants de la localité n'auront plus à parcourir de longues distances à la recherche du savoir. Le village dispose désormais d'une école à 3 classes avec un bureau et des latrines, un don de la fondation espagnole Catiu. Ce qui va se passer dans les 20 prochaines années sera construit par ces enfants. Ils ont besoin de commencer par aller à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, ils n'iront jamais construire le pays. C'est pour ça que nous, on a voulu participer à notre niveau assez humble à la construction du pays à travers le don de cette école. C'est un geste qui vient à point nommé et va soulager élèves et parents d'élèves du village de Dawanem Gomde. Ça me va tout droit au cœur, et surtout pour la confiance qu'on m'a faite, et encore pour le bonheur des enfants qui avaient de la peine vraiment à faire des déplacements. Et je n'ai même pas les mots réellement pour exprimer ma satisfaction. Avec cette école, c'est l'offre éducative qui s'accroît dans la commune de Komsilga. D'où la satisfaction du maire de la commune pour qui l'infrastructure inaugurée s'inscrit dans le plan communal de développement. C'est ça positivement, puisque le gouvernement du Burkina Faso a transféré les compétences dans le domaine de l'enseignement primaire aux collectivités. Nous avons 36 villages et nous venons d'inaugurer une école qui ramène le nombre d'écoles primaires publiques à 30. Ce qui veut dire qu'il nous reste beaucoup de choses à faire pour pouvoir améliorer le taux de scolarisation dans la commune. La fondation Catiu est à sa deuxième école offerte après celle de Panomguin, inaugurée le 25 février 2012. La fondation entend ainsi, à travers ses réalisations, contribuer un tant soit peu à l'accroissement de l'offre éducative au Burkina Faso. Le Limousin et l'Oubri-Tenga ont choisi de renforcer leur coopération par le canal de l'art. L'association Fragment et les artistes d'ici se sont retrouvés pendant un mois à Lango pour sceller leur amitié tout en écrivant une nouvelle page de ce musée de la sculpture sur pierre, Oumoussissé et Nyakiteda. Ces œuvres sculptées sur du granit constituent le fruit du savoir-faire des artistes de l'association Fragment de Limousin en France et de l'Oubri-Tenga au Burkina Faso. La diversité des œuvres montre la richesse culturelle des deux régions. Ces artistes ont partagé l'amitié, la fraternité à Lango dans le cadre du programme décentralisé Oubri-Tenga Limousin. Pendant un mois, ils ont écrit une nouvelle page dans l'histoire de Lango. C'est que ces œuvres combinent à la fois des conceptions philosophiques, des symboles et en même temps la réalité quotidienne de nos deux régions pour symboliser en fait l'amitié entre la province d'Oubri-Tenga et la région Limousin. Ce lien d'amitié qui dure depuis 3 ans entre les deux régions a été concrétisé par une convention de jumelage entre artistes limousins et artistes de l'Oubri-Tenga. Ce jumelage qui prend en compte toutes les facettes de l'art a pour objectif de développer le volet artistique et touristique dans la province de l'Oubri-Tenga. Ça sera suivi par de nombreuses autres activités, comme entre autres l'opérationnalisation d'un circuit touristique au niveau de la province de l'Oubri-Tenga. Donc il s'agira de valoriser ces sites d'intérêt-là avec de la signalétique, avec la formation des guides et en créant toutes les infrastructures et équipements d'accompagnement qui permettent de valoriser ces sites-là. Nous sommes vraiment fiers de constater que des gens venus du nord et du sud se sont coalisés pour nous présenter quand même des choses culturelles assez parlantes. En 2009, 5 artistes de l'Oubri-Tenga ont été invités à la Biennale internationale de la pierre en Limousin, biennale organisée par l'association Fragment. Former la jeune fille au leadership, à l'art culinaire, ouvrir son esprit à l'entrepreneuriat, c'est l'objectif que s'est fixé cette année la journée diocésaine de la jeune fille catholique. C'était du 21 au 24 février dernier. Placée sous le thème Jeune fille et économie familiale, ces journées s'inscrivent dans le cadre de l'animation des jeunes et dans la dynamique pastorale du Conseil diocésain de la jeunesse catholique de Waiguya. Le reportage de Kadi Ouattara et de Claudine Bikaba. La jeune fille était à l'honneur dans la paroisse de Goursi où, à travers les journées diocésaines de la jeune fille catholique, elles ont partagé des expériences en matière d'art culinaire et bénéficié aussi de formations sur le leadership et l'esprit entrepreneurial.
Ces échanges se sont faits autour de la thématique jeunes filles et économie familiale. L'esprit qui nous a motivés à choisir ce thème, c'est parce que aussi nous voulons, avec l'Église qui est experte en humanité, travailler à l'éveil de la jeune fille. Vous savez que de nos jours, on ne parle que du genre, avec des méthodes, bien sûr, qui sont parfois différentes. Nous, notre politique du genre, c'est amener la jeune fille aussi à s'épanouir grâce à sa foi, grâce à l'intégrité qu'elle présentera en se donnant pour elle-même, pour s'autosuffire. Ces journées ont été mises à profit par la marraine qui a raconté son expérience sur sa vie professionnelle, sur l'entrepreneuriat et l'engagement dans l'église. À la fin de ces 4 jours de réflexion, une messe a été dite pour rendre grâce à Dieu. Dans la commune de Arbinda, une nouvelle mosquée de vendredi met le village de Orodougou aux anges. Ce lieu d'adoration est une œuvre de Moussa Sissé qui a réalisé son projet de rapprocher les lieux de culte des fidèles musulmans du village. L'objectif ultime, c'est de raffermir la foi en vue de promouvoir la paix au Burkina. Frédéric Etienne Bassenga. Voici la nouvelle mosquée principale de Orodougou, village situé à quelques kilomètres de la commune rurale d'Arbinda. Nous sommes dans la province du Soum. Ce lieu de culte d'un certain standing offre un cadre idéal aux fidèles musulmans de la localité pour prier et implorer ensemble Allah. Sa réalisation a été possible grâce à l'appui financier de Moussa Sissé, un opérateur économique qui a répondu positivement aux doléances des fidèles musulmans de Orodougou. Nous avons fait des démarches auprès de Moussa Sissé Moussa qui nous a donné cette mosquée et qui est aujourd'hui réalisée et qui est une réalité. Donc c'est pour ça que nous remercions vraiment le donateur, nous remercions Ella Chindo Adama qui a vraiment beaucoup fait pour l'islam. Je suis un fils de la localité et je soutiens tout ce qui est œuvre de Dieu. Cette mosquée doit contribuer à unir les fidèles musulmans de ce village. Je les appelle à une cohésion sociale car Dieu est amour. Ce vendredi 22 février 2013 est un jour béni pour les fidèles qui ont loué et adoré Dieu. Durant des heures, des prêcheurs se sont entretenus avec les populations sur divers thèmes en lien avec l'islam. Dans son sermon, l'imam du jour a rendu un vibrant hommage aux donateurs pour qui une mosquée n'a pas de prix. Le geste est un acte de foi, une manière de témoigner sa solidarité religieuse aux populations de Orodougou. Si la population les fait appel pour manifester un besoin, que ce soit en infrastructure ou en équipement, nous soutenons toujours le développement de la religion et ça, ils sont toujours engagés et ça va toujours pour ça. Cette cérémonie d'inauguration a vu des personnalités se succéder à la tribune. Elles ont ainsi mis à profit cette occasion pour souhaiter qu'il